Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous dire que mes liens avec l'Italie sont très très forts et depuis très très longtemps. Je ne parle pas des guides que j'avais publiés à l'époque, le guide au cœur de Florence et Sienne et le sud de la Toscane avec le professeur Damien Vigny, qui étaient des guides culturels très très documentés, mais plutôt de la collection que j'ai commencée il y a 30 ans, qui s'appelle « Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres », qui est une manière de traduire, puisqu'on est dans le thème de la traduction, qui est une manière de traduire en images des grands textes et également de traduire ces images avec les mots quand les images sont inspirées de ces textes. Un petit mot tout d'abord par rapport à la présentation, la belle présentation que vient de nous faire Lélie Anvar. Les images qu'elle nous a présentées sont tirées des différents livres que nous avons faits avec l'Iran, la Perse, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. Il y a beaucoup d'images qui viennent de Orient, 1000 ans de poésie et de peinture, le premier livre. Le second, le Cantique des oiseaux, de Attar, illustré par la peinture en islam d'Orient, et le troisième, Lélie et Majnoun, illustré également par la miniature d'Orient. Ces images ont été traduites merveilleusement par Michael Barry, qui est ici, le professeur Michael Barry, qui a fait des commentaires de la plus grande importance et d'un intérêt absolument fabuleux, qui explique image par image toute la symbolique et toutes les métaphores qui sont comprises dans le texte lui-même, et c'est une façon également à nouveau de traduire l'image et de traduire la pensée de Attar ou de Jami, les deux poètes qu'a traduit Lélie Anvar. Et un petit mot que Lélie n'a pas pu vous dire, c'est par rapport à sa traduction à elle. J'ai pu travailler de façon très proche avec Lélie pour aussi bien le Cantique des oiseaux, surtout le Cantique des oiseaux, mais aussi Lélie et Majnoun. Elle m'a fait part de toutes ces difficultés dans la traduction, difficultés que j'ai pu mesurer au retard un petit peu qu'a pris la traduction, parce qu'au fur et à mesure où elle avançait, elle découvrait de nouvelles métaphores, de nouveaux approfondissements, de nouvelles interprétations du texte, et elle a fait de ces deux textes, le Cantique des oiseaux et Lélie et Majnoun, un véritable travail d'exégète, et c'est quelque chose dont j'aimerais vraiment lui rendre hommage parce qu'on ne le dit pas assez. C'est un travail qui va bien au-delà de la traduction, qui va véritablement rechercher au sens et au cœur des mots et surtout de leur signification profonde dans la mystique soufie. Nous avons également fait un petit livre ensemble qui s'appelle Malekian Nemati, qui est une soufie, une mystique soufie du Kurdistan iranien. Et le livre a été titré Malekian Nemati, la vie n'est pas courte, mais le temps est compté. Et je crois malheureusement que ce soir, le temps est compté. Donc, je vais aller relativement vite, mais dire encore un petit mot sur mes liens avec l'Italie avant de rentrer dans quelques images de notre dernier livre. J'ai publié avec l'Italie, sur les 30 titres de la collection, il y en a, je pense, 10 qui ont un lien direct ou indirect avec l'Italie. Le premier a été la Divine Comédie de Dante, avec les 92 illustrations de Botticelli qui sont à Berlin et au Vatican. Donc nous sommes rentrés un peu dans les arcanes du Vatican pour avoir accès au parchemin de Botticelli. Nous avons publié le Decameron de Boccace, illustré par Boccace et les peintres de son époque, avec un professeur vénitien que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le professeur Vittore Branca, et à qui je rends hommage ce soir. Je suis sûre qu'il aurait aimé être parmi nous. Nous avons également publié La légende dorée de Jacques de Voragine, illustrée par la Renaissance italienne, Mimo Palladino, l'artiste contemporain italien pour l'Iliade et l'Odyssée, l'Énéide de Virgile avec les mosaïques antiques et les fresques, donc toute une série d'ouvrages, et également un avec Michael Barry, toujours le même, qui est Shakespeare à Venise, où nous avons présenté Le Marchand de Venise et Othello, illustrés par la Renaissance vénitienne, une manière de faire un théâtre d'images pour accompagner ces deux magnifiques pièces de Shakespeare, avec des commentaires d'une très grande pertinence également du professeur Michael Barry, que je remercie vivement, comme je remercie Lélie. Je suis très honorée d'avoir deux auteurs qui sont ici, à qui je peux rendre hommage. Voilà, alors, je ne peux pas vous résumer toute la collection. Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres, cela veut dire beaucoup de choses. Je vais vous les montrer à travers quelques images du livre qui sort la semaine prochaine. Donc vous avez les images en avant-première. C'est l'épopée de Gilgamesh, illustrée par l'art mésopotamien,
Et il y a œuvre sur œuvre parce que cet art mésopotamien est photographié par un artiste photographe qui s'appelle Jean-Christophe Ballot. Vous allez découvrir son travail dans quelques instants, mais j'aimerais dire un tout petit mot sur son travail. Je n'avais jamais fait de livre avec de la sculpture pour une raison très simple. Quand on veut présenter une sculpture, il y a un espace qui se crée entre le lecteur et l'image parce que la sculpture, c'est un objet et c'est une photo qui impose une certaine distance avec le lecteur. Là, le fait d'avoir pris ce photographe, Jean-Christophe Ballot, qui rentre au cœur de l'image, qui donne véritablement vie aux personnages, aux objets, aux bas-reliefs, à tout ce que nous montrons, nous permet d'avoir un contact direct avec l'œuvre, et l'artiste fait là œuvre sur œuvre, peut-être une autre forme encore de traduction, de rentrer aussi profondément dans une image et de lui faire exprimer toute une série de choses que l'artiste, probablement en le sculptant, imaginait peut-être, mais qu'il a rendu. Et donc, pour les 30 ans de la maison d'édition, nous avons 3 premières, un livre de sculpture, un livre avec un photographe d'art et un livre entièrement en noir et blanc. Et voilà quelques images qui vont défiler. Voilà, alors ici nous avons Gilgamesh et son ami Enkidu. Enkidu a été créé de l'argile pour faire combattre Gilgamesh, qui était un roi tyrannique, puissant et qui abusait aussi bien des femmes qu'il poussait les jeunes gens à faire des travaux qui les épuisaient et qui les entraînaient à la mort. Donc les dieux décident de créer Enkidu de l'argile, et Enkidu vit au milieu des bêtes, et il faut absolument qu'on humanise Enkidu, et c'est là où la prostituée va intervenir. Alors je vous raconte l'histoire très vite pour que vous voyez les images, et voilà la prostituée qui va amener petit à petit Enkidu à s'humaniser, et ils vont se combattre, Gilgamesh et Enkidu, et devenir les plus grands amis du monde. On va voir l'image suivante. Voilà l'amitié qui est scellée entre ces deux personnages. Alors, ils vont connaître énormément d'aventures ensemble. Ils vont aller combattre la forêt des gens avec Umbaba. Ils vont aller tuer le taureau céleste. Ils vont faire énormément de choses qui vont mettre les dieux en colère. Ils font preuve d'une hubris un petit peu excessive. Et allons-y, et les dieux vont se réunir pour décider de la mort d'Enkidu, de manière à châtier également Gilgamesh, parce que c'était vraiment son ami, son frère et son ami le plus cher. On peut tourner. Voilà, vous avez ici la déesse tutélaire de Uruk, Ishtar, qui va essayer de séduire Gilgamesh après sa victoire sur le taureau, et puis qui après va vouloir se venger de lui parce qu'il refuse de succomber à ses charmes. On peut continuer. Voilà Erez Kigal, qui est la déesse de la mort, et qui va entraîner Enkidu dans les enfers. On continue encore. Et puis vous avez le passage le plus émouvant de ce livre, c'est quand Gilgamesh, après la mort de son ami, est tellement désespéré qu'il ne veut absolument pas lui connaître la mort, et il veut aller voir chez Utanapishtim quel est le secret de l'immortalité, sachant que Utanapishtim a été sauvé du déluge et qu'il a pu atteindre l'immortalité. Voilà, vous avez là le déluge. Et Gilgamesh, pardon, vous pouvez revenir à l'image précédente ? Avant. Voilà, là vous avez la cabaretière qui rencontre Gilgamesh tout à fait épuisé et qui va lui parler de l'humanité. C'est un des plus beaux passages. Et elle lui dit, mais pourquoi vas-tu chercher l'immortalité ? Pourquoi vas-tu chercher des choses qui sont inaccessibles pour les humains ? Contente-toi de la vie que tu as, du bonheur d'avoir ta femme dans tes bras, de prendre ton enfant par la main, bois, réjouis-toi, mets des vêtements somptueux. Voilà ce que nous attendons des hommes. C'est un des passages très très forts de l'ouvrage. Le déluge. Alors, vous voyez par exemple une photo comme celle-là qui représente le déluge. En fait, ce sont la chevelure, les vêtements d'une des sculptures d'un des personnages mésopotamiens et que nous avons interprété pour donner cette idée de pluie intense. Donc le travail de Ballot est un véritable travail d'interprétation avec la matière dont il dispose pour raconter l'histoire et aller en même temps au-delà de l'histoire.
Alors voilà l'oiseau qui revient du déluge. C'est intéressant de savoir que, à propos de la traduction, les tablettes cunéiformes qui ont été retrouvées, qui datent de plus de 5000 ans, qui racontent le premier récit de l'humanité, qui est l'histoire de Gilgamesh. Donc c'est intéressant aussi de voir que c'est le tout premier récit qui a été écrit sur des tablettes cunéiformes assyriennes, sumériennes, babyloniennes, qui ont été interprétées de différentes façons et puis qui sont tombées dans l'oubli. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'un Anglais a réussi à décrypter ces tablettes cunéiformes, et l'histoire sur laquelle il est tombé, c'est l'histoire du déluge, telle qu'elle est racontée dans la Bible, mais 3000 ans, ou pas loin, ou 2000 ans avant. Donc toutes ces histoires que nous racontons et que nous vivons encore aujourd'hui à travers des livres classiques, contemporains, partent du premier récit de l'humanité, et je suis très heureuse de le présenter ce soir et de l'offrir pour les 30 ans de notre collection. Alors voilà, Gilgamesh n'a pas réussi à atteindre l'immortalité, il est rentré chez lui fort d'une nouvelle sagesse et il a fait construire des remparts très très puissants pour sa ville d'Uruk, remparts dont on peut encore voir des vestiges quand on va en Irak. Et si vous voulez, la sagesse qu'il a acquise, c'est de s'occuper de son pays, de s'occuper de sa ville, de devenir un bon roi, et puis il est resté éternel par le récit de sa vie qui a été gravé sur les tablettes d'argile. Et le livre se termine, il a fait un long chemin, de retour fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de son voyage. Voilà en quelques mots l'histoire de Gilgamesh de façon très succincte. J'aimerais vous montrer maintenant quelques autres images. Alors vous avez ici le traducteur Abed Azri. Alors on parlait de traduction, je crois qu'il y a une chose importante à dire. Dans tous les livres que j'ai faits, j'ai chaque fois cherché à prendre la traduction la plus juste, la plus puissante et la plus adaptée à un lecteur qui a envie de rentrer dans une histoire et de rentrer dans une histoire également avec les images. Pour Gilgamesh, il y avait 2 traductions possibles en français. Il y avait celle de Jean Bottero, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent, qui est une très belle traduction, très fragmentée, parce qu'il a eu la rigueur de ne reprendre que la traduction des tablettes telles qu'elles sont, avec les différentes tablettes et donc différentes versions. Et Abed Azrié, qui est chanteur et compositeur, a fait un travail très très différent. Il est parti de traductions arabes, qui elles-mêmes étaient traduites de l'assyrien, du sumérien, de l'akkadien, du mésopotamien, etc. Et il a fait une œuvre d'un seul tenant, qui a un souffle épique et un souffle poétique de toute beauté et qui nous entraîne véritablement dans l'histoire de Gilgamesh. Et ça me fait penser à une petite anecdote. On parlait tout à l'heure de la traduction et du fait que la traduction, c'était en même temps souvent une trahison ou une histoire un petit peu différente que celle que l'on lisait. Et nous avions publié à l'époque le Faust de Goethe, illustré par Delacroix, dans la traduction de Gérard de Nerval, qui a été très controversée à l'époque et à laquelle Gérard de Nerval répondait « Je suis prêt à défendre ma traduction auprès de n'importe qui, du moment qu'on ne me demande pas de la défendre en allemand ». Et Goethe disait de cette traduction, dans mon texte, je n'aime plus lire mon Faust, mais dans la traduction de Gérard de Nerval, tout reprend vie, vigueur et esprit. Donc c'est un petit peu une manière de montrer que le choix de la traduction est toujours une démarche importante, à laquelle en tout cas nous donnons énormément d'importance pour rejoindre nos lecteurs dans le voyage dans lequel nous voulons l'emmener par les mots et par les images. Et à droite, vous avez Jean-Christophe Ballot. Alors, faire un livre sur Gilgamesh, avec des sculptures mésopotamiennes qui viennent essentiellement des 3 grands musées européens, le musée du Louvre, le British Museum et le musée de Pergame à Berlin. Quelque part, je restais sur ma faim, j'avais envie de fouler véritablement le sol de la Mésopotamie et j'ai réussi par toute une série de démarches diverses et variées auxquelles je ne croyais plus à la fin, à avoir les autorisations d'aller en Irak, d'avoir du ministère de la Culture les autorisations de pouvoir prendre des photos dans le musée de Bagdad fermé au public et les autorisations également d'aller sur les sites du sud de l'Irak de façon à découvrir les terres qu'avait foulées notre héros Gilgamesh.
Et donc, nous voici en train de travailler à Uruk, donc Uruk, la ville de Gilgamesh. Vous avez à droite un morceau du mur d'Uruk. Là, nous prenons des photos de tablettes cunéiformes qui sont sur des pavements qui sont encore d'une régularité. 5000 ans plus tard, ils sont encore totalement planes et en bon état. Et la photo au-dessus, Jean-Christophe Ballot est en train de photographier la ziggourate d'Uruk ou les vestiges de la ziggourate d'Uruk. On va continuer. Et voilà les photos qui vont se retrouver dans le livre où nous créons une mise en scène pour amener tout doucement le lecteur à rentrer dans le récit de Gilgamesh. Alors, le livre, après les différentes introductions, va s'ouvrir avec quelques paysages de la Mésopotamie. Là, vous avez Babylone. Là, vous avez une autre image de Borsippa. Borsippa, là où aurait été construite la tour de Babel. Là, après, vous avez vu Our. Pardon, voilà, là c'est la ziggourate de Our qui a été réhabilitée, reconstruite, restaurée par Saddam Hussein, de même que Babylone. Et puis là, de nouveau, Uruk, les dallages d'Uruk qui tiennent, et c'est une des images qui m'émeut le plus dans le livre, c'est de voir comment ces dalles de pierre sont encore aussi planes et aussi stables, et les tablettes cunéiformes que l'on va retrouver à même le sol. Et enfin, on tourne. Voilà, et alors on va terminer avec les 30 ans d'édition. Vous avez ici une petite mosaïque des 30 titres de la collection, au rythme d'un titre par an. Certains titres nous demandent 2, 3, 4 ans de travail. D'autres, comme le Ramayana, nous ont demandé 10 ans de travail, ou le Di du Genji, illustré par la peinture japonaise, le Ramayana illustré par la peinture indienne. Donc c'est une œuvre de vie, c'est une œuvre de passion, c'est une œuvre de bonheur, et je suis très, très, très heureuse d'avoir pu vous la présenter ce soir. Merci beaucoup à tous.